Il y a quelques semaines, j'avais fait un post dans lequel tu pouvais poser toutes tes questions sur la fiscalité des cryptos. Que ce soit comment déclarer, qui c'est qui est concerné ou encore la limite à 305 euros. Et bien dans cette vidéo, on a un comptable qui touche aux crypto-monnaies qui va répondre à toutes tes questions. Donc moi c'est Pierre-Alexandre, je travaille en cabinet comptable à côté de Rennes, dans un petit cabinet. Du coup, je me suis intéressé à la crypto via un de mes clients qui est Mark Chen, qui est une agence de communication qui a été créée en 2017, qui a travaillé avec pas mal de gros projets, notamment de gros exchanges. Donc tu as eu notamment Bybit, tu as eu Binance, et du coup eux ce qu'ils font c'est beaucoup de marketing, et ils essayent de faire connaître les projets Web3 aux différentes communautés. Et donc c'est via cette société-là que moi j'ai pu me renseigner aussi dans la crypto. Et donc j'ai commencé à faire mes recherches de mon côté, que ce soit pour la crypto des professionnels ou pour la crypto des particuliers. Et je pense qu'on a tout dit pour la petite intro, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors la première question pour commencer, c'est pour quelqu'un qui commence. Quelles sont les informations importantes à noter à l'achat ou à la vente de crypto? Et dans le cas là où la personne n'a plus accès à ces informations-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, d'agent, ce qui est important à avoir dans tout ce qui est important à avoir, c'est toutes ces informations qui vont être les mots de passe, alors qu'on soit sur une plateforme centralisée ou décentralisée. Donc, c'est de garder ces mots de passe, même s'il faut garder en principe que si on est sur une plateforme centralisée, les mots de passe sont récupérables, on va dire, que sur une plateforme décentralisée, les mots de passe, si vous les perdez une fois, le wallet est perdu à jamais, entre guillemets. Donc après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'un wallet perdu n'est pas perdu pour le fisc. C'est-à-dire que tant que toutes les monnaies qui sont dessus, les crypto-monnaies, sont encore présentes sur le wallet, elles sont potentiellement à vous. Donc ça veut dire potentiellement on n'a pas de moins-value à constater parce que le wallet n'est pas encore, enfin les monnaies ne sont pas, les tokens ne sont pas burn. Donc là, donc voilà ce que je peux dire sur ce point-là. Je sais pas si toi tu as des trucs qu'il faudrait rajouter ou pas. Je pense que c'était aussi dans le cadre de se faire une petite liste des différents achats qui ont été réalisés avec tel crypto à tel prix. Et je sais que c'est fait quasiment en automatique à l'heure actuelle sur les plateformes type Binance, etc. Ouais, c'est plus dans ce sens-là. En fait, chaque plus-value est constatée par wallet, donc pas forcément par crypto. Par D'accord. exemple, si aujourd'hui j'achète à 6 000 euros, avec ces 6 000 euros, je peux avoir 5 000 euros de Bitcoin et 1 000 euros d'Ether. Ils auront fructifié différemment, mais moi, quand je vais les ressortir, je vais ressortir un pourcentage de mon wallet. Donc en fait, il y a deux manières de voir les choses. C'est soit je prends la méthode qui est au coût unitaire moyen pondéré, donc ça veut dire que je fais une moyenne de ma valeur à tel jour. Quand je revends, je fais une moyenne de ma vente, et du coup, j'arrive à un coût final plus ou moins value. Ou soit je fais mon calcul par crypto, où je repars, par exemple, j'ai tant de Bitcoin au départ, j'ai tant d'Ether, je les vends à une période, et ben je refais moi je les ai achetés par exemple à 10, je les revends à 20, j'ai une plus-value de 10. Et après, je viens déduire les frais. Donc en fait, c'est vraiment le suivi, c'est aujourd'hui se fait, on va dire, en quasi automatique sur les plateformes. On va savoir à quel jour on a acheté, à quel jour on a revendu, quel token on a acheté, quel token on a revendu. Et il me semble qu'il y a vraiment un historique qui est bien fait de ce côté-là sur les plateformes et que c'est plutôt pratique, quoi. Ouais, alors après, ça va dépendre des plateformes encore qui sont utilisées. Moi, j'en connais pas forcément énormément aujourd'hui. On va dire, je connais les principales sur les MetaMask, on va dire Binance, il y en a d'autres, Bybit. Après, en soi, là, on en arrive à faire un suivi. Après, c'est qu'aujourd'hui, Binance, par exemple, propose Binance Tax, où tu as un suivi, en fait, qui va te ressortir un fichier, on va dire, Excel, qui va être ressorti. Et là-dessus, tu vas pouvoir voir tout ce que tu as acheté dans l'année, tout ce que tu as vendu, à quelle période, à quel cours, et il va te recalculer assez facilement en fait tes plus ou moins values. Donc en fait, D'accord. ça c'est un outil qui peut être pas mal, mais qui est utilisé, qui l'utilise seulement pour leur plateforme. On va dire pour les plateformes un peu décentralisées, les MetaMask, c'est à toi de faire le calcul directement. Ouais, parce que après, ce sera plutôt des questions qui vont venir plus tard, mais c'est vraiment une grosse question, ça. Je sais que j'ai pas mal d'utilisateurs qui sont vraiment à fond dans tout ce qui est DeFi, les airdrops, etc. Et le nombre de transactions chiffre très très vite. J'ai plusieurs wallets là où j'ai plusieurs milliers de transactions et c'est vrai que ça devient assez vite très très compliqué à traquer tout ça, quoi. En fait, c'est soit faut réussir à déjà l'extraction des données, elle est hyper compliquée. Enfin, là, ils sont en train de mettre en place des outils qui facilitent ça, mais c'est quand même assez compliqué d'avoir un fichier clair. On va dire aujourd'hui, tu as toutes les données, mais qui sont brutes sur un fichier Excel qui est assez, voilà, qui est pas beau à voir et qui est pas très lisible. Après, le truc, c'est essayer de retravailler une trame sur Excel ou sur un autre logiciel, mais Excel il fonctionne très bien pour ça, où tu repars, essayer de retrouver la monnaie de base, avoir ta monnaie de fin et savoir ta date de vente. Et déjà, une fois que tu as ça,
ça te permet de traiter, de lister toutes tes monnaies, les différentes monnaies que tu as. Et après, il faut faire un suivi par type de monnaie. Mais ça devient vite assez compliqué, quoi. Et ce serait peut-être pas une bonne idée sur un truc comme ça de se décider de venir, par exemple, tout sortir d'un coup pour venir remettre à zéro les compteurs. C'est-à-dire tu fais ta plus-value totale, tu ressors tout. Alors malheureusement, bah tu Bah, risques d'être en taxé fait, dessus. ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, donc la plus-value est taxée et est taxée directement. Par contre, à l'inverse, la moins-value, elle est perdue. Dans le sens, si sur une année, tu retires et que tu as une moins-value, et ben, la moins-value, elle est pas, tu peux pas la remettre sur les années qui vont suivre. Donc, en fait, l'objectif, quand on veut payer le moins d'impôts possible, parce que je pense que c'est l'objectif de la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est d'avoir vraiment en tête qu'il faut retirer, soit aller au retrait de 305, du coup c'est ça la limite des 305 euros pour ne pas payer d'impôts, sachant qu'encore une fois on parle pas de 305 euros de plus-value, on parle de 305 euros équivalent en retrait. Donc ça c'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre les deux, on parle pas de 305 euros de plus-value, on parle de 305 euros de cession. Donc, par exemple, toi, sur ton wallet, tu as l'équivalent de 1000 euros en Bitcoin. Si tu retires 1000 euros et que tu as fait sur ces 1000 euros, il y a 300 euros de plus-value dedans, tu seras imposé sur les 300 de plus-value. Ta plus-value, elle sera taxable. Par contre, tu retires que 305 euros la première année. Si tu as fait une plus-value de 100 sur les 300, ça, c'est pas taxable. Dans le cas là où tu attends plusieurs années, par exemple, pour retirer à chaque fois, ça peut être intéressant peut-être. Ça peut être intéressant pour le retirer, mais encore une fois, on parle de des sommes qui sont Oui, c'est minimes, des entre petites sommes, bien guillemets. sûr. On est sur des sommes qui sont pas très importantes. Mais après, c'est plus au niveau d'une moins-value. On va dire sur venir lisser, par exemple, une vieille moins-value qu'on a, faut la lisser sur des plus-values. Par exemple, un token que j'ai acheté avant qu'il se casse la gueule, on va dire, j'ai mis 1000 euros dedans. Aujourd'hui, il vaut plus que 500. Si à l'inverse, j'en ai un que j'ai acheté à 500 et qui est à 1000, eh ben, je vais essayer de vendre les deux en même temps pour venir lisser ma plus-value, si tu veux. Venir annuler ma D'accord. plus-value avec une moins-value pour moins payer d'impôts. Parce qu'en D'accord, oui, fait, on fait c'est le calcul au vraiment avoir le global, en calcul, fait, quoi. au niveau des impôts. Ouais, c'est Donc, pour c'est ça de que c'est voir là où on important d'avoir gagne, ton là où on tracking. perd pour essayer de lister un maximum, quoi. Mais le plus important, c'est ça, c'est de traquer les différentes opérations. J'avais vu qu'il y avait des outils type Waltio par exemple, et je sais qu'il y en a d'autres qui existent, Ouais. j'ai pas les noms en tête, qui permettent de traquer ça déjà un petit peu plus sur tout ce qui est DeFi, les transactions. Est-ce que c'est des trucs que tu as déjà expérimenté? Est-ce que tu recommanderais Ouais, pas forcément bah, moi, j'avais embarquer dans suivi, l'utilisation, quoi? Waltio, il travaille. Enfin, en fait, il y avait une vidéo là qui était passée sur Binance où c'était justement, ils expliquaient, ils présentaient Binance Tax, donc qui est là pour le coup un outil gratuit. Et justement, Waltio disait qu'à partir d'un certain nombre d'opérations, ça devient intéressant d'utiliser l'outil. Après, encore une fois, pour moi, c'est un outil qui va coûter quand même un peu cher. Ce qu'on va parler, je sais plus combien ça coûte, mais c'est un petit montant. Si on arrive à faire un suivi soi-même des cryptos, c'est le plus simple. Après, si on se sent pas à l'aise à maîtriser un fichier Excel, à faire un suivi par monnaie, c'est vers ce genre d'outil qu'il faut aller. Après, Je aujourd'hui, sais sinon, si ce qui ça peut prend être en fait, charge vraiment beaucoup de crypto ou beaucoup de transactions, il me semble qu'ils avaient des formules en fonction du nombre de transactions en fait. ouais, c'est ça. En fait, c'est une formule, après, je sais plus combien c'est, on peut regarder. En fait, le nombre d'opérations, je crois qu'on doit avoir 50 opérations gratuites. Voilà, c'est ce qu'on peut faire, en fait, en tant que particulier et gérer sur un fichier Excel, c'est assez simple. Alors, je vais vérifier juste nos offres. Ouais, c'est ça. Donc, c'est 50 transactions par an, c'est gratuit. Et après, on passe à 179 euros par an, quoi. Jusqu'à 10 000 transactions. Donc après, encore une fois, ça dépend de la plateforme qui est utilisée, des données, comment elles ressortent. Et si vous vous sentez à l'aise ou pas de les ressortir, de les retraiter par vous-même, quoi. Donc c'est ça qui est complexe aujourd'hui, quoi. C'est soit on a un suivi et on fait ça au fur et à mesure tous les mois. On se reprend soit tous les mois, soit toutes les semaines en fonction du nombre d'opérations qu'on a et on se fait un suivi au fur et à mesure avec une plus ou moins en bout de ligne et puis pour voir à combien on est, quoi. Ouais, c'est vraiment le tracking du coup, ce qu'on disait tout à l'heure qui est super important. En fait, si tu veux, dès qu'on va venir justifier qu'on a mis sur une déclaration, il faut une feuille à côté, il faut un justificatif des calculs. Comment tu arrives je sais pas, tes 18 bitcoins vendus ou je sais pas, 3 4 Ethers. Enfin, comment tu arrives à justifier que tu as fait une plus-value et quel pourcentage ça représente dans ton wallet pour montrer le pourcentage que ça représente de ta valeur d'acquisition, on va dire, faut que tu aies un suivi. Sinon, c'est impossible de le venir justifier après en cas de contrôle. Bah si, moi j'ai fait ça, c'était ça et puis pas autrement, quoi. Faut avoir au moins un justificatif, une preuve physique de ce qui a été fait, quoi. Donc, que ce soit un export, je te dis, hein, vraiment un export Excel d'une feuille
enfin de ce que te ressort, la plateforme, c'est suffisant. Ouais, parce que tu peux, sur les plateformes genre Etherscan, tu peux aussi sortir des fichiers Excel, mais je sais pas si c'est forcément très pertinent de partir là-dessus. Ça permet d'avoir toutes les opérations. Après, encore une fois, Etherscan, ça te ressort vraiment un fichier qui est brut, qui est tout à retravailler. C'est à toi de faire ton suivi des valeurs, sur CoinMarketCap. Tu vas vérifier, bah, voilà, je l'ai vendu à telle date, donc c'était à tel cours. Tu as pas forcément toutes les valeurs, en équivalent fiat, quoi. Ouais, faut peut-être aller chercher après sur du Dex Screener ou autre pour afficher à certaines dates, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, sinon, après, je sais qu'il y a pas toutes les monnaies dessus, mais CoinMarketCap, tu as un truc de suivi des données historiques au cours, des jours, en fait, des différents jours. Tu peux revenir en arrière, jusqu'à 1 an en arrière pour voir les cours, enfin même plus d'1 an, je crois, pour voir les différents cours, Ouais, il donc me semble c'est que quand c'est même pas même, mal, ça. enfin, la date à laquelle la crypto a été lancée sur leur plateforme. Pour Ouais, certaines, ça peut donc tu vois, ça remonter, à plusieurs années. mais ça permet d'aller assez loin pour faire ton suivi et même pour récupérer aujourd'hui, à se dire, bah voilà, pour l'instant, j'ai rien retiré, mais j'ai des cryptos qui datent, bah, je sais pas, de 2017. Bah, retrouver, refaire toute l'antériorité parce que c'est pareil. Là, aujourd'hui, on parle de crypto, on va déclarer les comptes. Et quand on déclare une plus-value, il faut venir retracer toutes les opérations qui se sont faites en amont, quoi. Donc, c'est de dire, au départ, j'ai mis combien? Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir l'équivalent de 10 000 $ sur ton compte en crypto. Au départ, tu as peut-être mis que 500 euros. Et ben, sur les 500 euros, enfin, quand tu vas retirer une partie de tes 10 000, quelle partie correspond aux 500 euros que tu as mis au départ? Et c'est vraiment là-dessus où c'est hyper complexe et bah, faut passer du temps pour bien mettre l'outil au départ, quoi. Après, c'est un outil, c'est à chacun de mettre son outil en place pour le comprendre et le suivre assez facilement, quoi. D'accord, bah, merci pour la réponse. Super détaillée. Ouais, mais après, voilà, je pense que c'est les premières questions aussi, on va voir au fur et à mesure. Après, il y en a qui vont être un peu Bah, ouais, plus on va rapides. évoluer avec les différentes questions. Après, il y en a certaines, je pense que tu vas répondre, bah, un petit peu par avance, hein. Mais nickel, il y a pas de souci là-dessus. Posséder de la crypto sur un wallet, est-ce que c'est imposable? Juste posséder de la crypto? Posséder de la crypto, c'est pas imposable. Ce qui va devenir imposable, c'est le fait de passer en fiat. Donc on va dire ce qui est en euros, en dollars, en tout ce qui est monnaie, on va dire fédérale, fiduciale. Par contre, si on passe sa monnaie en valeur qui est basée sur une monnaie, donc si on passe en USDT par exemple ou en USDC, là, on n'est pas imposable parce que c'est pas des monnaies fédérales. Donc, en soi, posséder de la crypto, c'est pas imposable. Après, si on la passe de son wallet d'une valeur, du coup, d'une crypto à une valeur euro ou une valeur dollar, là, ça devient imposable. Parce que je sais que sur, bah, moi, j'ai parlé de ce que je connais, mais sur un compte Binance, par exemple, on peut acheter des euros. On peut avoir des euros, on peut avoir des dollars. Ça reste sur le wallet, c'est pas retiré sur un compte en banque, mais c'est en euros ou c'est en dollars. Donc là, c'est imposable. Par contre, les passer en USDT ou en USDC, là, c'est pas imposable parce que ça reste des monnaies. Ça reste des tokens plutôt. Ouais, c'est une technique qui peut être utilisée, du coup, pour pas, avoir la vente, mais pour pouvoir garder la valeur, du coup. Ouais, c'est ce qu'on a vu avec l'USDC. C'est aussi pour ça que c'est pas imposable, c'est que c'est à tout moment, et ben, ça peut aller du coup contre le cours du dollar et puis plus du tout dans le même sens en fonction des faillites et des différentes problématiques qu'on peut avoir autour de ça, quoi. Il y a aussi un certain risque, et ça, c'est sur chaque stablecoin. C'est ça, ça reste risqué en fait. Certains sont On n'est plus ou pas moins sur une connus monnaie, voilà. comme risque, pour d'autres, par contre, c'est, plus ou moins obscur aussi. C'est bah ouais, c'est exactement ça. Ce qui explique, du coup, le fait que ce soit pas imposable. Bah ouais, parce on a encore du risque. Donc le fisc, en tout cas aujourd'hui, part du principe que si on a une zone de risque, c'est un placement qui reste en fait dans les crypto-monnaies et du coup qui n'est pas imposable de ce fait, quoi. Alors du coup, la prochaine question, bah, c'est plus ou moins une question à laquelle tu as déjà répondu. C'est l'explication de la flat tax et par la même occasion du plafond à 305 euros. Donc ce qu'il faut savoir, donc ça c'est pareil, ça va changer entre guillemets. Donc là, avec les impôts qui vont s'ouvrir donc jeudi, donc là la campagne on va déclarer nos revenus 2022. Là, pour les crypto-monnaies, on va être sur la flat tax. Donc la flat tax, c'est quoi? Ça se divise en deux taux. Il y a 17,2 de prélèvements sociaux et 12,8 d'impôt sur le revenu. Qui Ce est taux-là, on va dire, se sépare en deux entre les 12,8, les 17,2 de prélèvements sociaux et les 12,8 d'impôt sur le revenu. Donc là, aujourd'hui, c'est intéressant pour les personnes qui ont un taux d'imposition personnel qui est supérieur à 11%. Aujourd'hui, on a des taux qui font de 0, 11, et après, on a des taux qui sont plus importants. Donc aujourd'hui, la flat tax était intéressant pour les personnes qui avaient des taux d'imposition assez élevés, parce que du coup, on était à 12,8% en taux d'impôt sur le revenu, ce qui est assez faible par rapport à des personnes qui ont des revenus importants. Et là, ce qu'on va avoir à partir du coup de la déclaration des revenus 2023, c'est qu'on va avoir le choix entre la flat tax, du coup les 30%, ou alors le taux, on va dire, personnel
des personnes. Donc on aura toujours les 17,2 de prélèvements sociaux, mais si par exemple toi, tu as un taux d'imposition à 0%, et ben, tu auras que 17,2 à payer sur ta plus-value. Oui, du coup, là, Donc ça, c'est ça peut être plus intéressant. intéressant pour les personnes qui ont pas des revenus très élevés et qui ont, des placements en crypto-monnaie. Je pense notamment aux étudiants qui font leur déclaration pour la première fois tout seuls. Quand ils vont avoir un taux d'imposition sans autres revenus que les plus-values crypto, ça peut être intéressant de les passer à ce moment-là pour être imposé qu'à 17,2 et pas à 30%. Ça, du Donc coup, ça c'est sera à l'année partir prochaine, c'est ça? 2023 dans ces cas-là. Donc la déclaration qu'on fera en 2024 pour les revenus 2023. Là, cette année, c'est pas encore possible. D'accord, du coup, pour plus tard. C'est ça. Mais à garder en tête pour, encore une fois, les personnes qui n'ont pas des revenus très importants. Parce que bon, même si on est à 11%, c'est 1,8%, mais c'est toujours ça de gagner sur la plus-value, quoi. Et du coup, ouais, pour revenir sur le plafond des 305 euros, on est bien sur 305 euros de retrait et pas 305 euros de plus-value. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre les deux. Écoute, moi, j'avais aussi en tête que c'était 305 de plus-value. Ouais, et justement, pour Ahmed, si tu veux, j'ai la déclaration là que j'ai téléchargée, je vais te l'envoyer, charge, et en gros, dessus, la déclaration du coût des impôts, donc ça, c'est celle de l'année dernière, c'est marqué si le total des prix de cession réalisés au niveau du foyer fiscal est inférieur à 305 euros. Et des prix de cession, on n'est pas sur de la plus-value. Et on parle encore une fois de 305 euros, le foyer fiscal, l'ensemble du foyer fiscal. Donc si tu es en concubinage ou marié, et que ta compagne ou ta conjointe a aussi de la crypto-monnaie, c'est 305 euros pour les deux. C'est pas 305 euros chacun. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être aussi, de faire attention parce que si on dépasse, c'est pas un abattement de 305 euros. C'est à partir du moment où on dépasse, on paye. Pour déclarer les plus-values, tu déclares l'ensemble de tes plus-values sur l'année et en bas, tu as une case, en fait, totale des plus-values. Et là, dans cette case-là, faut pas que ça dépasse 305 euros. Si ça dépasse 305 euros, tu auras 30% sur la totalité de la case. Si c'est en dessous de 305 euros, tu n'auras pas d'impôt à payer dessus. Et par exemple, si j'ai 400, du coup, je suis Ouais. imposé à 0% sur 305 Non, et c'est d'accord. 30% sur les 400. Et encore, c'est même pas sur les 400, c'est sur la plus-value que tu as fait sur les 400 retirés. Parce que tu peux retirer 400 et au final avoir fait que 50 euros de plus-value. Donc tu paieras de l'impôt que sur les 50 euros de plus-value, donc tu paieras 30% sur les 50 euros. En tout cas, merci de la clarification parce que ça, c'est une question qui revient très très souvent avec le plafond à 305 euros. Ah ouais, ouais. Et puis c'est pareil, c'est pas forcément, on voit pas forcément toujours les bonnes informations sur tous les forums ou toutes les endroits où tu peux regarder. Donc c'est vrai que là-dessus, et puis là-dessus, il va y avoir des contrôles et donc vaut mieux être le plus carré possible à ce niveau-là, quoi. Tu parles de contrôle, tu as une idée de comment ça se présente, si ça arrive, qui c'est qui est ciblé en général sur ce genre de choses? Bah, pour l'instant, on a eu que la campagne, on va dire, 2021 et 2020, on commençait à le noter, où il fallait indiquer les comptes détenus à l'étranger. Donc ils étaient plutôt sympas pour l'instant. Les personnes qui déclaraient étaient de bonne foi, donc il n'y a pas eu trop de contrôle. Là, je pense qu'on va en avoir de plus en plus du fait que certaines plateformes vont commencer à envoyer les informations euh, au fisc. Du coup, il va y avoir des regroupements d'informations. Ils vont vérifier que les données qui ont bien été reçues correspondent aux données qui ont été déclarées. Et ils vont essayer de retrouver les données qui n'ont pas été déclarées pour aller voir qui n'a pas déclaré et comment ça va se passer. Et c'est là, je pense, qu'on va avoir le plus de contrôle. Je pense qu'à partir de 2020, fin 2023 et 2024, on va avoir de plus en plus de contrôle sur les cryptos qui sont détenus sur des plateformes centralisées, en tout cas. Ouais, j'imagine que c'est déjà beaucoup plus compliqué à aller chercher sur tout ce qui est MetaMask, etc. C'est ça. Après, encore une fois, je pense qu'on va y venir et ils reviendront en arrière et je pense qu'ils seront beaucoup, comment dire, ils vont être moins indulgents avec les personnes qui ont pris de l'argent de comptes centralisés pour aller les mettre sur des comptes décentralisés pour éviter de payer les impôts. Ça va être considéré un peu comme de la fraude et pour éviter de payer des impôts. Donc je pense que passer d'un compte centralisé à un compte décentralisé dans le but de pas payer d'impôts, ils vont peut-être pas le retrouver en 2024, mais plus tard, ils vont avoir les moyens d'aller le chercher et l'information, ils la retrouveront d'une manière ou d'une autre pour moi. Quand tu dis dans l'objectif de pas payer d'impôts, c'est-à-dire, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes, dont moi, qui stockent mes cryptos sur un MetaMask ou autre, ou même sur une clé Ledger, tout simplement pour éviter d'être sur un échange centralisé, par exemple à cause des risques qu'on peut avoir sur un FTX. Ouais, mais si tu veux, quand tu vas retirer ton argent, en fait, ça dépend. Si tu passes par une plateforme décentralisée pour faire des achats, on va dire en ligne, ou pour faire des achats où là, en fait, tu passes de crypto à un bien Ouais, physique ouais, dans ce ou à, cadre-là. ou à du fiat, là, tu vas faire de la fraude parce qu'en fait, tu vas pas venir dire que tu as vendu ou que tu as fait des plus-values. Et donc, en fait, pour le fixe, tu vas toujours avoir l'argent que tu as mis au départ. Toi, tu as investi 500. Si tu as fait 1500 et que sur une plateforme décentralisée, tu as vendu 1000 et que tu as retiré que 500 au final,
tu as une plus-value à zéro, alors que tu as acheté pour 1 000 € de biens via une plateforme décentralisée, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux Je dire. vois ce que tu veux dire. Mais c'était pour bien clarifier que Non, non, ouais, du tout. Non, non, du tout. Enfin, le fait d'être sur une plateforme décentralisée, encore une fois, c'est un outil comme un autre, et puis il y a pas de souci. C'est plus l'utilisation qu'on peut avoir de ces plateformes. Et aujourd'hui, c'est là où il y a du gros risque, c'est qu'on considère que ces plateformes-là sont utilisées pour, en fait, éviter de payer des impôts, et c'est un peu en fait, la vue qu'ils ont de ces plateformes-là, quoi, si tu veux. pour le coup, je pense que pour beaucoup, c'est déjà juste une autre façon de stocker ses cryptos et Ah tout oui, oui, simplement ah d'être oui. safe Mmh. de ce Ah mais côté-là, tu clairement. vois? Ah mais clairement, et puis enfin, pour le coup, stocker de la crypto, il y a pas de c'est pas imposable. Ce qui va être très important de faire, et on en reparlera après, c'est de déclarer ces comptes-là. Pour justement ne pas être embêté en disant: «Bah, vous avez essayé de nous cacher ça». Si on les déclare aujourd'hui, on dit: «Bah, voilà, moi j'ai ça et c'est déclaré». Après, ils viendront pas vous reprocher d'avoir déclaré, ou de les placer sur telle ou telle, de plateforme. Ce qui compte, c'est juste de dire: «Aujourd'hui, j'ai telle ou telle plateforme et j'ai tel ou tel argent dessus». Mais comme sur des comptes à l'étranger aujourd'hui, on va dire sur du dollar ou des choses comme ça. Si Oui, on a un compte aujourd'hui aux États-Unis, on doit déclarer qu'on a un compte aux États-Unis. ouais, c'est les comptes à l'étranger, ça. C'est ça. Mais c'est au même niveau en fait sur la déclaration qu'on les déclare. Donc c'est exactement, eux, ils ont la même manière de penser là-dessus. Et il y a un encart qui est prévu pour ça? Parce que, en tout cas, l'année dernière, il me semble qu'il y avait rien de prévu pour déclarer un MetaMask, par exemple, ou une adresse. Va falloir que je me remette dedans, mais tu as une déclaration. Donc là, moi, je t'ai envoyé là, c'est pour les plus-values, et tu en as une deuxième. Hop, c'est là. Donc là, il y a la 2086 qui est pour déclarer les plus-values, et il y a la 3916 qui est pour déclarer les comptes d'actifs numériques. Ouais, du coup, bah, la prochaine question, c'était déclaration des comptes MetaMask, Keplr, Rabi, donc bah, c'est totalement ça. Donc là-dessus, Pierre-Alexandre a fait ses recherches et il est revenu vers moi. Et il m'a indiqué que toutes les crypto-monnaies qui sont détenues sur un Ledger ou un MetaMask ne sont pas à déclarer, car elles ne sont pas détenues sur une plateforme, mais qu'elles sont détenues par l'utilisateur en son nom propre. Donc juste pour clarifier, t'as pas besoin de venir renseigner ton adresse publique. Et c'est cool parce que t'as déjà de l'expérience là-dedans, enfin, je pense juste pour le métier de comptable, et donc c'est plutôt cool d'avoir ton retour là-dessus, quoi. Bah ouais, après, bah, c'est ce que je te dis. Moi, j'en ai eu beaucoup en professionnel, plus en traitement professionnel. Après, sur le traitement particulier, la logique est la même, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, vu que c'est une nébuleuse et qu'ils savent pas trop comment le traiter, toute information qu'on va leur donner en faisant preuve de bonne foi, et ben après, en termes de contrôle, ça sera plus sympa aussi pour nous. Parce qu'on aura prouvé que voilà, nous, on a essayé de faire le maximum. Après, on savait pas trop comment faire parce qu'il n'y a pas forcément de textes qui sont clairs. Il y a plusieurs analyses en fonction des personnes qu'on va consulter. Donc, le but, c'est d'avoir, voilà, choisir sa position, de la suivre et de déclarer. Et une fois qu'on fait, pour moi, qu'on suit ce chemin-là, on n'a pas trop de risques après de venir se faire embêter. Alors j'avais ensuite une question sur si la position est détenue sur plusieurs années fiscales sans aucun passage de crypto à euro. Donc, si on Qu'est-ce prend le qui se cas passe là-dessus? investissement, on va dire 2020, j'investis 1000 euros, je les place dans, ouais, je vais rester sur mes classiques, hein, sur le monde, on va dire 5000 en Bitcoin et 1000 en Ether. Je les garde pendant 3 ans. Et là, je sais pas combien ça fait du coup aujourd'hui, mais ça va représenter, on va dire, j'ai 40 000 euros au total. Donc j'ai une plus-value potentielle de 35 000 euros. Aujourd'hui, s'il reste sur les wallets, il n'y a pas d'imposition. C'est juste à déclarer tous les ans le numéro de compte, la date d'ouverture de mon compte et les différentes informations. Mais ça va pas plus loin que ça. Tant qu'il n'y a pas de retrait, il y a pas d'autres déclarations, d'autres informations à donner à ce sujet. Et sur ce cas-là, sachant donc si on était sur 5000 investis et 40 000 en 2023, si la personne décide Ouais. de retirer 5000 en 2023, est-ce que c'est considéré comme de la plus-value? Est-ce qu'il y a des impôts à payer là-dessus? Alors en fait, ouais, c'est ça. Donc si on reprend le calcul, alors je vais le faire de mon côté. Donc on a mis 5 000 au départ et on arrive à 40 000. Donc on a potentiellement une plus-value de 35 000. Si on retire 5 000, donc il faut faire le calcul en fait par rapport à la valeur à la date de retrait. Donc à la date de retrait, on a 40 000. Donc ça nous fait 5 000 sur 40 000. Ça nous fait on va retirer 12%, 12,5% de la valeur de notre wallet. Donc en fait, il faut qu'on vienne refaire le calcul par rapport à ce qu'on a mis au départ. Pour les 5 000 qu'on retire aujourd'hui, on avait mis au départ 625 euros, qui représente à 12,5% des 5 000 mis au départ. Donc en fait, ma plus-value, elle est de 5 000 moins mes 625. Donc on arrive à une plus-value à déclarer dans ce cas-là de 4 375 euros. Et voilà, c'est ça. Et du coup, on paiera 30% sur ces 4 375. D'accord, merci. Ça, c'était Et aussi une en question fait, qui revenait assez souvent, c'était de savoir si on retirait ce qu'on avait investi et qu'on laissait la plus-value c'est ça. Bah, directement oui, dans la oui. crypto. Ah, c'est souvent la question de se dire, bah voilà, moi j'ai investi 5 000, je retire que 5 000. Moi, il n'y a pas de plus-value en soi. Mais en fait, Ouais. eux, ils partent du principe où les 5 000 qui sont retirés à la fin,
En fait, il faut partir en pourcentage de wallet. Au départ, j'ai investi 5 000, ça représentait 100%. Aujourd'hui, je retire 5 000, ça représente 12,5%. Donc c'est grosso modo, il faut reprendre 12,5% du montant qu'on a mis au départ pour calculer la plus-value. Alors moi de mon côté c'est clair, je sais pas si ce sera clair dans les commentaires, Ouais, mais ouais, ouais. de mon côté c'est capté. Alors ça c'est dans le cas d'une perte, dans le cas d'une arnaque, d'un rogue, là où un projet se fait hacker ou autre chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui est déductible, comment ça fonctionne? Alors ça va, quand tu dis, ça va dépendre du cas en fait concrètement. Si c'est, on va dire, je me fais hacker mon compte, j'ai plus accès à mes cryptos. Donc voilà, j'ai plus, on a changé mes mots de passe, mes machins, j'ai plus accès. Là, dans ce cas-là, malheureusement, il n'y a pas eu de vente. Concrètement, on peut encore dire que c'est les nôtres. À part faire, pour moi, les seules choses qui pourraient être faites, c'est faire aller voir au niveau de la gendarmerie, de faire enfin, en gros, une usurpation de compte ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, on aurait vraiment un justificatif qui dit que ces montants-là peuvent pas être récupérés, qu'on a vraiment été victime de vol. Et là, dans ce cas-là, on peut venir déclarer ça en moins-value. Après, dans le cas où on va, par exemple, mettre 1 000 € et obtenir rien en échange, c'est ça, hein, c'est plus dans ce cas-là, je pense que tu voulais la question. Non, c'était dans le cas là où c'est un projet qui s'est fait siphonner ses fonds, comme par exemple un Volt ou autre. Ok, donc là, ça veut dire qu'en gros, toi, t'achètes pour une valeur de token. Je sais pas, tu mets 5 000 € dans le projet. Tu te dis, bah voilà, ça me représente 5 000 tokens, par exemple, à 1 € le token. Ils se sont fait siphonner leurs fonds, le projet vaut plus rien. Donc ton token, sa valeur aussi a perdu en soi. Alors ce serait plutôt, si on veut prendre un exemple concret, c'est dans le cas par exemple je vais sur AV, je vais déposer Ouais, 5000 USDC dessus pour générer des intérêts. AV a un souci, se fait exploiter et tous les fonds sont volés. Mes USDC d'accord. que j'avais déposés se font voler. Et est-ce que c'est de mon fait? Comment ça se passe de ce côté-là? Bah en fait, ça va dépendre de juridiquement comment c'est traité. Parce qu'en fait, si tu veux, Si à tu part sais, parce que ça me paraît être un peu compliqué quoi. bah, ouais, non, mais en fait, le problème, c'est aujourd'hui, si tu veux, pour venir déclarer une moins-value, faut que tu aies concrètement une perte sèche et une perte certaine et que tu vas jamais récupérer, en fait, cet argent-là. Aujourd'hui, potentiellement, sur un vol comme ça, c'est peu probable, mais tu as la possibilité qu'on vienne retrouver ces fonds-là, retrouver la personne qui les a volés, qu'elle soit ramenée sur la plateforme et que tu les récupères au final. Donc c'est pas une perte finale entre guillemets. Aujourd'hui, ce qu'on va venir placer en moins-value, c'est vraiment les pertes finales. C'est soit j'ai vendu, ou soit c'est quelque chose qui a plus de valeur. Mais du coup que je vends aussi. Mais sinon, à part ça, pour moi, c'est pas possible de les mettre en moins-value, sauf si encore une fois, juridiquement, il y a quelque chose qui te dit que bah on pourra pas les récupérer. À partir du moment où il y a un pourcentage infime de récupérer cet argent-là, pour moi, c'est pas possible de les placer en moins-value. D'accord. Non, parce que j'ai quelques fonds qui sont fait siphonner de cette façon-là, tu vois, donc je me posais la question si ça pouvait être récupéré d'une façon moins value, par exemple, ou autre. Bah, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une chance de les récupérer ou pas? Moi, je dirais qu'absolument pas, mais effectivement, dans le cas là où il y a un cas minime, là où le projet existe de nouveau, et là où la personne rend l'argent, ce qui est tellement improbable que c'est impossible, oui, en théorie, oui. Après, ouais, le problème, c'est ça, c'est Si de le voir, projet bah, n'existe plus à l'heure actuelle, tu vois, par exemple, ça me paraît compliqué que l'argent soit rendu d'une façon ou d'une autre. pour moi, c'est soit la société qui a mis en place ce projet et on est en liquidation judiciaire, donc il y a plus de société et là, pour le coup, il y a plus de valeur, donc il y a plus rien. Donc là, on est sur une moins-value. Perte, donc là, c'est à passer en moins-value. La société existe toujours et continue de de tourner malgré ça. Malheureusement, je pense qu'il y a pas grand-chose à faire, à part attendre et que ça se clôture, en fait. Du coup, je suis pas sûr qu'il y ait des sociétés derrière, sachant que c'est de la DeFi, quoi. Et il y a rien, enfin, en fait, toi, tu es toujours, on va dire, tu as toujours physiquement sur ton wallet, tu as quelque chose, mais qui n'a plus de valeur, quoi. Alors c'est sur de la DeFi et je peux absolument rien en faire en fait. En fait c'est par exemple comme quand tu vas sur AV, il te donne un autre token en échange qui prouve que tu as Ouais, déposé une certaine quantité ouais, dessus. ouais. Ou j'ai cette preuve de dépôt là par exemple. Enfin, pas par exemple mais quelque part sur mon compte, sûrement dans les méandres. Et ça, par rapport à ça, t'as pas, par exemple, si tu t'arrêtes en cours de route, c'est possible ça ou pas de s'arrêter en cours de route? Non pour le coup c'est une trésorerie qui a été siphonnée quoi. Ouais, mais par exemple, au départ, quand tu pars sur quelque chose comme ça, tu as un contrat. Ouais tu peux retirer à n'importe quel moment ouais. Donc là, aujourd'hui, si tu retires, tu plus rien. Ouais. Donc en fait, le fait de faire un retrait aujourd'hui, de dire que tu plus rien, là, tu peux le placer en moins-value. À partir du moment où tu retires, tu dis, bah, moi, en fait, moi, j'ai plus de lien avec cette monnaie-là. Donc, la valeur que j'en ai retirée, c'est la valeur où je me dis, moi, mon contrat, il s'arrête aujourd'hui. À aujourd'hui, la valeur est de 0. Si tu laisses ton contrat courir, tu dis, potentiellement, je peux récupérer de la valeur dessus. Donc, quand Bah, tu veux c'est quelque déclarer
déclarer ta moins-value. j'aurais bien aimé savoir au moment. Ouais, mais non, mais quand tu veux déclarer ta moins-value, il faut retirer à ce moment-là pour justifier justement un acte de retrait qui va justifier une moins-value. C'est bon truc à savoir ça. Mmh. En fait, c'est vraiment aujourd'hui, c'est là-dessus qui fonctionne, c'est achat-revente. Tout ce qui est laissé sur une plateforme et justement, on en parlait au tout début, mais par exemple, les wallets avec les mots de passe perdus, aujourd'hui, bah, ça malheureusement, on peut pas déclarer de moins-value. Parce que potentiellement, on va le retrouver, dans 2 ans dans une chaussure, le mot de passe et puis, bah, on va le récupérer. Donc aujourd'hui, au niveau du fisc, ça, c'est pas encore accepté. C'est là-dessus où on peut pas déclarer de moins-value. À partir du moment où tu peux retirer ce que tu as mis, là, tu peux déclarer ta moins-value parce que c'est retiré. Donc encore une fois, il y a rupture du contrat et donc tu pourras plus prendre de valeur après, quoi. D'accord, bah merci, je me note ça dans un coin de la tête. Pas de souci. Si je retire exactement la somme que j'ai déposée et que je laisse mes plus-values, c'est aussi la question de tout à l'heure. C'est ça, c'est exactement ça, en fait. On a quand même une plus-value à payer dès qu'on retire. On faut réfléchir en termes de pourcentage de valeur à la date de retrait et à la date d'achat. Une question pour revenir du coup sur des fonds qui ont disparu d'une façon ou d'une autre. Qu'en est-il de l'argent bloqué sur un échange, par exemple le FTX? Ça, voilà. Typiquement, le cas d'FTX, c'est pour l'instant, là, ça a été redit qu'ils vont pouvoir peut-être récupérer une certaine partie des fonds. Donc, à partir du moment où on n'est pas sûr que les sommes sont perdues, bah là, on peut pas déclarer de moins-value, quoi. Et même aujourd'hui, pire que ça, on pouvait même plus retirer en soi. Donc, en fait, on pouvait même plus de nous-mêmes dire qu'il y avait une moins-value. Donc ça, pour moi, c'est à laisser en attente, en attendant que soit ça se clôture définitivement et qu'on puisse retirer ce qu'on a dessus, ou alors, bah, pour l'instant, malheureusement, il y aura pas de moins-value à déclarer là-dessus. Faut attendre et laisser tourner quoi le temps de voir ce qui se passe. Bah ouais, là, ouais, malheureusement, là, il y a rien à faire parce qu'on peut même pas retirer pour moi sur FTX aujourd'hui les différents tokens qui sont dessus, quoi. Oui, c'est plus accessible pour les utilisateurs et du coup, il me Mmh. semble qu'ils avaient Donc de reçu toute une façon, lettre ou quelque chose avec on des sait infos qu'on quoi. les a, on sait combien on peut avoir dessus, mais aujourd'hui, c'est impossible de les retirer. Que se passe-t-il si on achète quelque chose en bitcoin? Alors ça aussi, tu en avais touché un mot tout à l'heure. Et ouais, bah, en fait, à partir du moment où on passe, on va dire en monnaie fiduciaire, donc c'est-à-dire en euros, en dollars, on va avoir, de la plus-value à payer. Aujourd'hui, on achète une Tesla, le fait d'acheter une Tesla, c'est le fait d'avoir retiré tant en euros ou tant en dollars et du coup, la plus-value est à déclarer sur ce montant, sur la valeur du bien, en fait, qui est acheté ou la valeur de la prestation qui est facturée ou qui est achetée, en fonction de d'où on se place, quoi. Et du coup, j'imagine qu'il y a pas moyen de considérer ça comme un envoi et un échange ou autre chose, c'est vraiment considéré comme une vente à chaque fois? Bah, ouais, là, pour le coup, ça va être considéré comme une vente. Après, les seules choses sur lesquelles on peut être, mais là, ça, on va être plus sur les côtés NFT et encore une fois, là, aujourd'hui, il y a un flou, donc je vais mettre ça entre parenthèses, mais normalement, aujourd'hui, quand on achète, un NFT avec de la crypto, c'est pareil, il y a pas d'élément utile d'une plus-value. Le seul moyen où on n'aurait pas à déclarer de plus-value, c'est si on achetait de la NFT avec de la crypto. Bah, c'est la majorité des cas, je pense, d'acheter des NFT avec de la crypto, du coup. Oui, mais je veux dire, en fait, c'est le seul achat où on n'aurait pas de plus-value à constater. Si on D'accord. fait un achat de biens, on va dire, immobilier, meubles, autre que de l'achat de NFT, pour moi, ça sera imposé. Il y aura une plus-value à constater là-dessus. C'est le fait de le rester dans le milieu, en fait, avec les NFT qui fait qu'on n'est Oui, pas taxé. On d'accord. n'est pas taxé et Mais qu'on du coup, considère ce qu'aujourd'hui, sera à les la NFT sortie en euros que ce sera repris, donc c'est la oui, oui. Non, finalité non, qui est la même, quoi. en fait, c'est juste, c'est repoussé, en fait. C'est encore une fois, on n'est pas sur Je veux dire, c'est comme si tu prends une position et que tu passais dans une autre crypto, finalement. ah oui, c'est exactement ça, ouais. Mmh mh. Sauf que tu as la dénomination NFT. Après aujourd'hui, c'est là-dessus, c'est pas encore très, très clair, les textes sont pas encore sortis, on va dire, c'est pas encore hyper carré au niveau du fisc, au niveau des NFT, quoi. Donc aujourd'hui, nous, on considère ça encore comme de la crypto. Donc pour l'instant, ça reste, taxé, pareil 30 mais voilà, ça se trouve, il y aura certaines cryptos qui vont passer en œuvres d'art, d'autres qui passeront en biens meubles. On sait pas encore trop comment ça va être, acté, au niveau du fisc pour l'instant, quoi. On est un peu dans le flou à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des déclarations particulières à faire pour les personnes qui ont des cartes crypto? Bah, pour moi, c'est pareil, en fait. Elles sont en fait, le wallet qui détient ces cartes-là sont à déclarer. Après, en soi, il y a pas de plus-value ni rien à déclarer. C'est vraiment le fait d'avoir ces cartes-là, c'est déclarer le wallet sur lequel on le détient, quoi. Et du coup, si l'argent de ces cartes-là, par exemple la carte de chez Binance, de chez Bybit, elle est utilisée pour acheter quelque chose, là par contre, c'est considéré comme une cession. En fait, pour un achat, on va dire, de la vie de tous les jours, des vêtements, là, ça va être dès qu'on va l'utiliser, ça va être taxé, ça va être de la plus-value, en fait, qui va être déclarée dessus. Et il faudra remonter, pareil, qu'est-ce que j'ai mis sur ma carte?
donc à quelle crypto ça correspond et à quelle date j'ai vendu, donc quelle plus-value il faut calculer dessus, quoi. Chez Binance, je sais qu'il y a une option pour venir déposer juste des euros et donc je pense que dans ce cas-là, c'est pas considéré. Ah non, 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 c'est vraiment le passage d'un token à de l'euro qui est taxé. Donc Ouais, c'est donc en fait si je dépose, mes Ethers, sur ma carte et que j'utilise ces Ethers-là pour payer, quelque chose en euros. d'accord. Où Mais là, si je tu vais avoir déposes une juste des imposition. euros pour acheter avec ta carte, finalement, il y a rien. Bah non, parce qu'au final, il y a pas de passage par les cryptos. Donc c'est comme si, j'avais mis sur une carte prépayée, tant et que j'utilisais, quoi. Ah bah, on en parlait tout à l'heure, c'est la possibilité de déduire des pertes ou c'est possible de déduire des pertes. Ouais, donc faut faire le calcul en fait au global sur toutes les ventes qu'on a fait dans l'année. Donc on fait un tableau récapitulatif avec nos plus, nos moins, et au final on va arriver à un montant. Et cette plus-value ou moins-value qu'on va avoir à la fin, en fait, toutes les plus ou moins-values de l'année se compensent pour obtenir une plus ou moins-value finale, quoi. Et Sachant que c'est bien de faire le calcul en général à mi-décembre pour savoir s'il faut vendre ou pas. Si on a une moins-value, autant venir l'éponger sur la fin d'année. Donc c'est pour ça que le calcul, il est intéressant d'être fait à la mi-décembre, pour histoire de savoir si sur la fin d'année, faut vendre ou pas certaines cryptos pour passer une plus-value en plus si on est en moins-value, quoi, sur l'année. et c'est possible de déduire des pertes sur les frais de gaz, par exemple? En fait, c'est pas. Alors pour moi, donc ça, encore une fois, tu vas me dire si je me trompe, hein. Donc pour moi, les frais de gaz, c'est comme des frais en fait qu'on va avoir en plus quand on va donc récupérer de la crypto. Donc c'est ce qu'on appelle des frais d'acquisition. Et donc ces frais-là sont déduits en fait sur le tableau au niveau de la déclaration des plus ou moins values. On est bien sur des frais qu'on récupère. Non, qu'on paye plutôt quand on retire. On est d'accord, hein, Là, on est là-dessus. sur les frais de gaz, du coup, c'est les frais, par exemple, quand tu vas faire une transaction sur Ethereum, avec ton MetaMask, je sais pas, tu vas acheter un NFT, tu vas faire un swap, il y a des frais à payer, c'est les frais qui permettent de faire valider ta transaction, en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est ça, mais c'est bien. C'est de Parce cela qu'en que je fait, parle. il y a les 2 côtés. Il y a le côté, mineur où lui, il reçoit, du coup, ces frais de gaz-là et il y a le côté, du coup, donc nous, on est plutôt dans le côté où nous, c'est une charge pour nous, on est d'accord. Donc ces charges-là sont, bien sûr, à venir déduire, en fait, des plus-values. Parce que Et c'est pas ça. une plus-value en tant que telle, c'est une charge, ouais, ouais, mais elles sont indiquées, justement, prix de cession et frais de cession. Enfin, si on n'a rien déclaré depuis plusieurs années parce qu'on n'a rien retiré, est-ce que c'est quelque chose dont on peut faire le calcul et venir cumuler à la fin quand on va venir retirer quelque chose, ou c'est quelque chose qui doit se faire Bah à l'année sur l'année? non, 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 en fait, ça, c'est vraiment en fait, là, ce formulaire-là, il se déclare qu'au niveau des plus-values, donc que quand on vient retirer. Mais après, D'accord. en fait, si tu veux, tu vas acheter pour, je sais pas, on va dire, 5 000 au départ. Tous les ans, tu fais un passage d'une crypto à une autre, donc tu as les frais de gaz. Ça, faut les cumuler dans tes frais de cession, en fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ils viennent te taxer sur la valeur que tu as créée. Des frais de cession, c'est la valeur que tu as perdue en tant que telle. Parce que t'as pas créé de valeur par rapport à ça. Donc on vient le déduire, en fait, pour pas non plus pénaliser, même si, bon, déjà 30%, C'est déjà pas mal, ouais. c'est assez pénalisant comme ça. Donc, non, non, là-dessus, les frais sont bien à déduire du prix de cession. Alors une autre question, c'est la meilleure plateforme pour calculer son impôt selon toi? Toujours sur les cryptos, du coup. En fait, il n'y a pas de meilleur pour le calcul. Pour moi, Waltio, c'est très bon dans ce qu'il fait. C'est du classique, mais en fait, il va te calculer toutes tes plus-values sur toutes tes monnaies différentes. Et puis, il a un nombre d'exchanges qui sont assez importantes. Donc, pour moi, il est vraiment top. Après, encore une fois, c'est un coût. Donc, si aujourd'hui, en fait, pour moi, il faut que chacun fasse l'export de ses comptes sur Excel, voit quelle tête ça a et voit si c'est possible pour lui de faire le suivi par rapport à ce qui en ressort, qui se trouve apte à traiter ces données-là. En fait, pour moi, une fois qu'on l'a fait une fois, après le suivi, il se fait assez facilement. En fait, c'est vraiment mettre une trame au départ, et une fois que la trame elle est faite, le suivi il se fait assez facilement. Et pour Mais en sinon, s'il y avait une plateforme, ouais, c'est Waltio, ou alors bah, si vous êtes sur Binance, c'est Binance Tax est vraiment pas mal aussi, hein. Si ça permet, bah, c'est pareil, s'il y a beaucoup de transactions sur Binance, ça permet au moins de gérer ces transactions-là et après de le faire soi-même sur les autres plateformes à côté, s'il y a un peu moins d'opérations, quoi. Et j'avais déjà regardé une ou l'autre fois l'historique Binance et c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Ouais, là pour le coup, c'est assez clair et puis il y a de quoi faire quand même et puis il fait le calcul automatiquement, donc c'est assez bien. À partir de quel moment c'est intéressant de passer du coup de ces plateformes-là à un comptable? En fait, aujourd'hui, passer un comptable, il va passer du temps à retravailler en fait ce fichier-là. Lui, il va juste faire le calcul des plus ou moins values. En fait, pour moi, passer par un comptable, c'est pas forcément intéressant parce qu'il va juste faire du traitement de données en fait. Donc, vous allez le payer à l'heure et pour gérer des données sur Excel. Donc, autant passer par une plateforme comme Waltio qui fera le calcul automatiquement.
ça reviendra moins cher que de prendre un comptable, pour le calcul des plus ou moins-values, quoi. Pour moi, aujourd'hui, prendre un comptable, c'est vraiment dans s'il y a une activité derrière. Une activité, si on est en BNC, on va dire, en bénéfices non commerciaux. D'accord, donc c'est pas vraiment pour des particuliers, qui font de la crypto, du trading? Bah, je pense que le suivi est assez bien fait sur Waltio et honnêtement, au prix où c'est proposé, un contrat prendra plus pour la déclaration de revenus que Waltio, quoi. Donc si c'est juste pour le suivi des plus-values en tant que tel, je pense qu'un outil comme, Waltio, ça peut être très bien. Mmh. D'accord, merci. Alors ensuite, on va avoir, 3 questions. Donc la première, c'est la fiscalité des airdrops. Ouais, alors ça, bah, en fait, c'est malheureusement, c'est dès qu'on va le recevoir, on va considérer que c'est une acquisition gratuite. Donc en fait, il a pas de valeur d'achat au départ, donc on paiera de la plus-value sur la totalité de la session à la fin, quoi. Donc on considère qu'il a 0 valeur, au moment là où il arrive Oui, sur le wallet. ouais, c'est exactement ça. Donc en prix d'achat, il est à 0. On n'a pas déposé d'euros pour acquérir en fait D'accord, ouais, c'est bah, bien ce qui me semblait du coup. ouais, ouais, là malheureusement, c'est là-dessus, il y a pas trop de Il y a pas pas trop trop de de débat débat, on va dessus. dire. Ouais, c'est ça. La fiscalité sur le farming. Si, bah, ça va être exactement la même chose en fait, c'est le fait de passer du temps pour récupérer, donc soit on est là-dessus sur le farming, il y a 2 types, c'est pareil, soit on est en professionnel, donc ça veut dire qu'on va en faire quand même pas mal et ça va être la principale source de nos revenus, ou soit on va faire ça, en particulier et là pour le coup en fait c'est pareil, il y a pas de valeur d'achat au départ, donc tout ce qui va en être retiré c'est de la plus-value, quoi. Et quand tu parles de professionnel, ça correspond à quoi? C'est quand les revenus qui sortent du farming, on va dire, sont assez importantes, voire très importantes et représentent une grande partie quand même, des revenus du foyer. Si tu veux, de base, on est tous en particulier et après, il faudra venir prouver qu'on n'est pas professionnel sur certains montants. Dès qu'on va arriver à toucher à des montants qui sont importants, qu'on va mettre en œuvre, je sais pas, qu'on va acheter une puissance de calcul ou qu'on va commencer à mettre des moyens en œuvre qui sont assez importants, là, on pourrait être requalifié en professionnel et du coup avoir une taxation qui est un peu moins intéressante que les 30 de flat tax. D'accord, du coup, c'est moins intéressant d'être en professionnel qu'en particulier. Bah, pour du farming, en soi, on n'a pas de charge en face, donc c'est vraiment que du produit. Donc on va être taxé, en fait, en BNC et après là, en fonction du régime qu'on peut avoir en BNC, on aura une imposition, mais qui est un peu moins importante que intéressante, on va dire, que les 30. Parce qu'on va avoir une imposition sur le revenu, plus sur les bénéfices, mais sur le chiffre d'affaires. Même si on a des déductions qui se font quand on est en micro BNC, mais on sera plus taxé sur les plus-values, mais on sera taxé sur le chiffre d'affaires. Et pour revenir, bah, sur le sujet, du coup, la fiscalité des NFT, mais on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Ouais, bah, c'est pareil. En fait, aujourd'hui, il y a sur les NFT, il y a un petit peu un flou. On n'est pas encore trop sûr de comment ça va être traité. Pas mal de plateformes, dont Waltio, le traitent aujourd'hui comme une crypto-monnaie en tant que telle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est le traitement qu'il faut en avoir, de se dire aujourd'hui, bah, voilà, je cède ma NFT, je fais un calcul de plus-value et c'est 30 de flat tax, à payer par rapport à ça, quoi. D'accord, ouais, ça paraît être, le plus simple et le plus cohérent, je pense. Bah, aujourd'hui, on viendra pas nous reprocher d'avoir déclaré ses revenus dans ce sens-là et je pense que c'est la manière dont ça va être traité pour la plupart des NFT. Après, il y en aura peut-être d'autres qui vont être, amenés où il y aura une modification au niveau du fisc, mais je pense que pour les 3/4 des NFT, enfin même plus que ça, je pense qu'aujourd'hui 90 des NFT, c'est le même traitement que la crypto-monnaie, classique, quoi. En parlant de ça, il y a certaines personnes qui ont acheté, des parts dans des appartements via des NFT. J'ai plus le nom du site en tête, mais si je fais une petite recherche, je pense que je peux retomber dessus. Ça fonctionne comment, si tu t'es déjà intéressé à ça? Alors, on parle d'investissement via des métaverses ou sur du vrai, Ouais, donc de l'immobilier, du coup, enfin de de la l'immobilier, pierre. tokenisé. Ouais, mais on est sur un en fait, il faut réussir à voir, est-ce qu'on est sur du bien, on va dire un immeuble aujourd'hui qu'on retrouve ou est-ce qu'on est un bien dans le métaverse? Si on est dans un bien dans le métaverse, on va considérer ça comme de la NFT et donc on paiera de la plus-value que quand ça va ressortir et si on est sur un bien, on va dire un immeuble aujourd'hui, là, on va être plus sur, une plus-value en fait, directement imposable au moment où on dépose ses fonds. En fait, ça D'accord. dépend ce qu'on récupère. Bah, je t'ai envoyé un lien juste, Ouais. sur le Discord et c'est un exemple, il y en a plusieurs d'autres qui fonctionnent comme ça et concrètement, ça te permet d'acheter, alors je sais plus si c'est un NFT ou un token. On a vu tout à l'heure que c'est à peu près pareil du coup, qui Ouais. représente un pourcentage sur un bien immobilier. Ouais, mais bah, du coup, ça, c'est un peu comme enfin, la parallèle est vite faite, mais c'est un peu comme, l'USDC, en fait. En fait, on va venir valoriser le token par rapport à la valeur du bien immobilier. Donc encore une fois, si le bien immobilier, il est pas eux, en tant que tel, eux, ce qu'ils ont,
c'est une valeur qui est adossée sur ce bien immobilier. Donc là, pour moi, là, on est encore sur une partie crypto et donc c'est pareil, on imposera que quand eux, ils retireront, leur token ou je sais pas exactement sous quelle forme ça se fait, Oui, ça peut se mais retirer en token, ouais. donc quand ils retireront cette forme-là. Il y a pas d'imposition au départ parce qu'en soi, ils ont pas ce bien-là. Ils ont une valeur qui est adossée au bien, mais ils ont pas le bien en tant que tel. Si c'est bien ce que j'en comprends, en tout cas. Si, ouais, mais je pense que c'est ça, ouais, ouais. Et du coup, c'est pareil, le revenu qui peut être généré parce qu'ils ont un système qui permet de générer du revenu grâce au loyer. C'est pareil, Ouais. j'imagine, ça s'apparente à du farming, quoi. Et des intérêts. C'est comme ouais, c'est exactement ça. C'est des intérêts qui sont du coup, qui seront taxés quand ils seront retirés et qui seront taxés à une valeur d'achat de 0. Donc en fait, tous les intérêts qui seront reçus seront imposés à 30 quand ils seront retirés, quoi. D'accord, merci. Là, j'ai une question pour ceux qui veulent se déplacer. Si l'on change de résidence fiscale pour devenir résident fiscal à l'étranger, est-ce qu'on est encore imposable en France sur les plus-values qui n'ont pas encore été déclarées? Alors ça, je malheureusement, j'ai pas trouvé trop de docs par rapport à ça. Je vais te dire, moi, dans ma logique, après là-dessus, c'est pas vérifié. Après, moi, dans ma logique, à partir du moment où tu as placé de l'argent au départ en France, donc ça veut dire qu'il a été fructifié sur le territoire français. Donc quand tu le retires, il devra être imposé sur le territoire français. Mais après, là-dessus, j'ai pas trouvé de doc concrète qui me sortent. Mais dans la logique, pour moi, vu que l'investissement a été fait en France au départ et a été fructifié via un outil français, il serait logique qu'ils soient imposés en France sur la plus-value. Du coup, la fin de la question, c'était ou alors est-ce que ça passe directement sur la fiscalité du nouveau pays de résidence? Mais après là, ouais, sur ce coup-là, je vais pas pouvoir malheureusement avoir de réponse. Ouais, sinon, il y aurait moyen de faire pas mal d'arbitrage avec ça. Bah ouais, mais non, mais c'est le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je pense que dans la logique, c'est imposé en France. Après, concrètement, est-ce qu'on viendra te chercher si t'es parti à l'étranger et que tu l'as retiré à l'étranger? Et encore une fois, ça va dépendre des montants. Mais pour moi, on est quand même sur de la fraude parce qu'on peut se dire, bah aujourd'hui, j'ai mis 1 000 euros, je me rends compte que j'en ai 100 000. Bon, bah je vais partir dans un autre pays pour les retirer. En cas de contrôle, je pense que ça peut être un peu limite. Après, se dire, je l'avais 1 000 au départ, ça valait toujours 1 000 quand je suis parti. Et quand je les ai retirés, il valait 5 000. Là, dans la logique, oui, c'est la plus-value, c'est fait alors que j'étais dans l'autre pays. Donc c'est normal qu'elle soit imposée dans l'autre pays. Mais c'est plus aujourd'hui, je pense que c'est plus un risque de fraude de dire que je vais le retirer dans un autre pays parce que ça a pris de la valeur. Je pense qu'il faut plus l'analyser comme ça en fait. C'est quand est-ce que j'ai fait ma plus-value, même si je l'ai pas retiré. Et si j'ai fait ma plus-value dans un pays, je pense qu'elle sera taxable dans ce pays-là, quoi. Même si elle n'a pas été retirée à un moment T. Je pense que la logique, elle est plus comme ça. Ouais, je pense que c'est assez compliqué comme question. Bah c'est ouais, et puis après ça va dépendre de l'analyse qu'on peut avoir de chacun. Et là, encore une fois, je pense qu'il y a différentes écoles et tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et pour le coup, c'est qui va trancher sur un cas comme ça? C'est le fisc? Bah, ça va être le fisc en cas de contrôle. Après, tant qu'il y a pas de contrôle, la personne est tranquille, mais ça va être le fisc, ouais. Je pense qu'on n'a pas eu encore trop, enfin moi j'ai pas vu le cas passer en tout cas. Et je pense qu'il y a beaucoup des cas de figure là dont on a parlé qui sont peut-être pas encore forcément arrivés. Bah ouais, surtout là-dessus et je pense que c'est qu'encore une fois, c'est les déclarations à ce niveau-là sont assez récentes. On n'a pas eu encore, je pense, de contrôle concret sur des sommes qui sont assez importantes. Donc on n'a pas eu trop de redressements encore qui sont revenus à nos oreilles, quoi. Ouais, pour pouvoir mettre à jour et comprendre un petit peu mieux comment ça se passe Bah, et puis même au pour niveau avancer, parce que de toute concret. façon, tant qu'ils ont pas mis, ils ont pas pris une décision, nous on avance un peu au tâtonnement et puis on voit en fonction des décisions qui sont prises au fur et à mesure et puis on s'adapte aussi au fur et à mesure, quoi. Ouais, j'imagine que tu fais un petit peu comme une veille technologique là-dessus, quoi. Ah bah c'est ça, on est en permanence, on est en train de suivre un peu les news par rapport à ça pour essayer de voir bah, qu'est-ce qui s'est fait, comment ça a été jugé, et puis après nous on essaie d'analyser ça par rapport à ce qui se passe dans la finance, on va dire un peu plus classique, et d'essayer de retranscrire ça sur le côté crypto, quoi. Parce qu'en soi la logique est la même que sur d'autres secteurs, c'est juste qu'il faut bah voilà, aujourd'hui il faudrait que ça soit carré, que ça soit décidé par des textes, et on n'a pas encore tout à notre disposition. Ouais, j'imagine, vu le nombre de cas possibles et de choses tout le Bah temps ouais, ouais, qui et puis pop tout le temps, c'est Et compliqué de puis plus cadrer il y tout a de ça. solutions, plus il y a de cas qui se créent, donc c'est ouais, ouais, c'est assez, Je trouve assez une complexe. solution, il y a je sais pas combien de nouveautés qui vont popper et C'est ça. pas cadré, Et puis quoi, ouais. c'est pareil, dès qu'on va trouver une solution, bah, va y avoir des failles dans la solution, donc va falloir la baquer, donc c'est une veille, ouais, c'est ça, c'est une veille constante en fait, là-dessus pour essayer de cadrer au maximum et que ça soit bon pour les 2 côtés, quoi. Pour les investisseurs, mais aussi pour le fisc, qu'il y ait pas trop d'argent à partir, de tous les côtés, quoi. Alors sur une partie un petit peu plus business, hein, pour quelqu'un qui a lancé un projet, par exemple un projet NFT, la vente initiale des NFT par exemple, Donc là, on est plus sur le cas d'une société en fait qui s'est montée pour lancer un projet, NFT quoi, avec de la vente à des particuliers, sur le Web3. ce serait ça, ouais. Je sais pas si tout le monde a une société quand il fait de la vente de NFT, mais En général, je pense qu'à partir du moment où on commence à vendre des produits comme ça, c'est pareil. Après, ça dépend quel type de NFT.
si c'est le NFT Binance qu'on a fait sur Picasso, bon, bah, je suis pas sûr que ça ait une grosse valeur de vente. Pour moi, quand c'est en société, ça va passer en chiffre d'affaires et donc on va pouvoir venir déduire toutes les charges qu'on a mis en place au départ, pour créer. Après ça, c'est à revoir eux avec leur comptable en interne, pour comment ils traitent ça. Si on est dans le cas d'un particulier, encore une fois, c'est de la création de valeur. Donc on a 0 en valeur d'achat au départ, à moins de venir déduire le temps passé au départ. Mais ça, je pense que c'est assez complexe et il faudrait plutôt en côté professionnel. Sinon, pour moi, c'est une flat tax avec une valeur d'achat à 0 au départ, quoi. Ouais, Parce que tu c'est te pareil, pour moi, créer un projet à NFT, il faut au minimum monter une auto-entreprise. Si on veut faire de la vente derrière à d'autres particuliers, on est sur une création quand même de société. Même en micro, on est sur quand même une création. Et donc là, c'est la fiscalité de l'entreprise qui s'applique, quoi. Donc d'accord. déduction de certains frais et comment dire, et taxation après à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, quoi. Ouais, ce serait dans le cadre professionnel que dans le cadre pas d'un particulier. Bah, pour moi, en tout cas, cette problématique-là serait plus dans le cadre professionnel et après, encore une fois, il faut voir les différents statuts de la société, qu'a la société et voir après ce qu'on applique comme situation, quoi. Mais pour moi, là, pour un projet comme ça, faut monter une société, ouais, ou une micro-entreprise en fonction de la grandeur du projet. Percevoir un paiement crypto pour un freelance, par exemple, est-ce que c'est imposé sur la flat tax ou alors sur l'entreprise qui reçoit le paiement? Là, on parle d'une personne donc par exemple, si on prend moi, je te fais un paiement à toi, par exemple de 1 000 €. On est dans ce cas-là, on est d'accord? Ouais, on est dans le cas, ce serait avec une crypto, par exemple un Ether pour X chose, pour une vidéo ou pour je ne sais quoi. Donc par exemple, moi, je te paye un Ether pour une vidéo, toi, comment tu vas être taxé sur cet Ether? C'est plus en fait, j'essaie de savoir de quel côté on se place Ouais, ce serait pour dans ce l'analyse. cas de figure-là, ou alors un freelance, par exemple, reçoit en fait de la crypto comme mode de paiement, quoi. Bah, pour un freelance, c'est pareil, ça va être mis dans son chiffre d'affaires dans ces cas. On va venir le rajouter, en fait, dans le chiffre d'affaires. On va dire: «Moi, j'ai fait une prestation». Aujourd'hui, une prestation vidéo, on va avoir le côté technique qu'on va venir pouvoir, mettre en charge et à côté de ça, on va venir mettre en chiffre d'affaires, du coup, un Ether pour la prestation. Mais c'est comme aujourd'hui, pour une prestation, on va dire classique, je te paye 1 000 € pour, telle prestation. Tes 1 000 €, tu vas venir les mettre en chiffre d'affaires. Il n'y a pas d'imposition spécifique. Toi, tu vas venir mettre en charge tant et on va venir te payer tant. C'est un moyen de paiement. Il n'y a pas de plus ou moins value à constater là-dessus. Il y a pas de problématique particulière, même si c'est retiré sur le compte, par exemple. C'est déjà taxé du fait que ça soit du chiffre d'affaires. Donc on va pas on va pas le retaxer quand tu vas le retirer parce qu'il a déjà en fait, c'est comme si tu avais aujourd'hui aussi, on a la possibilité de mettre des primes en avantage en nature, en crypto, par exemple. Quand tu touches une prime en crypto, la prime a été déclarée, donc si tu la retires, tu vas pas payer 30 de flat tax dessus. C'est de l'argent que c'est comme si c'était de l'argent que toi, tu avais mis sur ton compte. Donc en fait, c'est un apport que tu fais, tu retires le même montant, il y a pas de plus ou moins value à constater. D'accord, donc c'est vraiment dans le cadre plus de l'entreprise, quoi. Pas du Ouais, tout de la ouais, ouais. crypto, même si c'est le moyen qui est utilisé. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si c'était un paiement en euros en tant que tel, mais bon, voilà, ça se fait en token. Mais là, encore une fois, il y a pas de plus-value parce que c'est en contrepartie d'un service. Alors, une question un petit peu compliquée, et on a déjà un petit peu touché à ça. Comment gérer les multitudes de transactions sur une multitude de wallets pour assurer l'historique des transactions? Et malheureusement, c'est un suivi qu'il faut faire, bah, essayer de le faire, surtout quand on en a plein, de le faire assez souvent. C'est pas forcément très agréable à faire parce que c'est du traitement de données et mais il faut essayer de le suivre un maximum parce que quand tout refaire sur une année, c'est imbuvable et puis ça démotive et on oublie les choses et on les fait moins bien. Et même, je pense qu'aujourd'hui, c'est un outil qui peut être assez bien utilisé tous les mois, de savoir comment ça avance en termes de plus ou moins value, au niveau de l'année, quoi. Pour savoir encore une fois s'il vaut mieux revendre tel ou tel produit au cours de l'année pour arriver à une plus-value globale sur l'année, quoi. Pour pas perdre cette moins-value, dont on parlait tout à l'heure. D'accord, ouais, donc ça c'est vraiment l'histoire de tracking, quoi. Malheureusement là-dessus, il y a pas d'outil aujourd'hui encore qui soit vraiment, nickel, nickel ou qu'on puisse pour traiter cette information-là, quoi. C'est plus à chacun de le faire au fur et à mesure pour garder les informations et pour pouvoir faire son suivi et pas être trop perdu, par la masse d'informations, quoi. Est-ce qu'il y a une imposition sur un emprunt qui est réalisé sur un projet qui permet de faire du lending borrowing, par exemple AV, si on met du collatéral et qu'on vient emprunter contre cette somme-là? Et du coup, ça aussi, c'est une partie qu'on a recherchée par la suite. La partie qui est imposable s'il y a revente en euros, eh bien elle correspond à un pourcentage de la somme collatéralisée et de celle empruntée. Alors c'est assez complexe à expliquer comme ça à l'oral. Du coup, je t'affiche directement à l'écran l'exemple par Waltio. Comme ça, tu peux le regarder plus en détail si ça t'intéresse. Alors la question qui était obligée de venir, est-il possible d'y échapper à l'imposition? Bah, tant qu'elle est pas retirée, oui. Mais dès qu'il y a un retrait d'argent, ça va être imposé malheureusement. Donc la seule manière, ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi le mieux, c'est de suivre ses plus ou moins values sur l'année
pour surtout éviter d'avoir une année avec de la moins-value. Que ça, c'est de l'argent perdu en soi, vu qu'elle est pas, on peut pas la reporter sur les années d'après. Donc c'est vraiment éviter d'avoir une année avec de la moins-value. Dès qu'on a une moins-value, c'est sortir de la plus-value pour éviter d'en taxer, quoi. Si j'ai 1 000 € de moins-value au global sur l'année, je retire pour au moins 1 000 € de plus-value pour ne pas payer de 30% dessus. Ouais, comme ça, tu arrives à faire de l'optimisation finalement. La seule optimisation qui est possible aujourd'hui, c'est de lisser les plus ou moins-values entre elles. D'accord. Donc c'est de te dire, bah, tout ce que j'ai en moins-value, c'est soit tu les gardes dans l'espoir que ça remonte, ou soit tu les vends, mais si, à partir du moment où tu vends une et que tu fais une moins-value, cette moins-value-là, faut en face revendre pour autant de plus-value pour limiter, enfin, pour pas perdre, en fait, ce gap, en fait, de moins-value, quoi. Est-ce que c'est une stratégie qui peut jouer d'attendre et d'espérer qu'on ait une régulation qui soit, enfin, une fiscalité qui soit plus favorable dans le futur? Honnêtement, je suis pas sûr qu'on ait une fiscalité qui soit favorable dans le futur. La seule chose sur laquelle on pourrait avoir peut-être des comment dire? Plus d'avantages, c'est sur l'investissement dans les comment dire? Les boîtes qui se créent dans la crypto. On va dire dans les premières années où là, on pourrait dire, bah, du fait de mettre cet argent-là dans ces boîtes-là, c'est les aider, on va dire à se créer et à grossir, et dans ces cas-là, on pourrait avoir des avantages fiscaux à ce niveau-là, quoi. Pour moi, ça, c'est le seul truc qui pourrait arriver dans les années à venir, comme on a aujourd'hui en classique dans les sociétés, où quand on investit pour tant de % dans des PME, on peut avoir des avantages fiscaux plutôt, à ce niveau-là, quoi. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui investissent dans les boîtes qui se créent en se disant: «Bah, voilà, avec espoir que ça prenne de la valeur». Ça, je pense que là-dessus, il peut y avoir quelque chose à faire. Après aujourd'hui, concrètement, sur le Bitcoin, l'Ether, les plus-values, elles seront taxées de la même manière et elles sont taxées aujourd'hui de la même manière, sur le marché financier classique, quoi. Hormis la mise à jour 2024, du coup, sur 2023, là où tu disais que Ouais, ça pourrait être avec le revenu. ou ceux qui sont pas imposés, là, pourrait y avoir quelque chose d'intéressant à faire. Mais sinon, je pense que pour l'instant, c'est pas amené à baisser à ce niveau-là. Après, à voir, ça bouge tellement vite, donc c'est malheureusement, ce que je vais dire aujourd'hui, ça n'aura pas la même valeur demain et encore moins après-demain. Donc Oui, je non, non, ça peux c'est pas trop sûr. m'avancer, mais je pense que ouais, dans la logique, on va rester au moins sur les 30% de flat tax pour les plus-values. Après, encore une fois, c'est sur les plus-values, donc c'est de l'argent qu'on a misé au départ. Et donc, il faudra voir comment on sera traité sur l'argent qui est misé vraiment sur des projets concrets et pas juste en spéculation, quoi. Et là, encore une fois, pour moi, il y a deux analyses à faire entre l'argent qui est investi aujourd'hui pour du placement sur le Bitcoin ou l'Ether, ou sur du placement dans certains nouveaux projets qui se lancent, et où là, je pense qu'il y a vraiment peut-être une fiscalité qui va être un peu plus allégée dans les années à venir, quoi. D'accord, ouais, donc c'est peut-être une stratégie, mais c'est difficile de parier dessus, quoi. Bah ouais, malheureusement là-dessus, ça va être complexe de parier. Du coup, la dernière question, ce serait l'utilisation de cartes prépayées crypto, bon plan ou pas? C'était ce que je t'avais présenté bah, juste avant qu'on commence à Ouais, tourner, ouais, ouais. là où je t'avais posé la question. C'est des cartes Bah, Visa ou Mastercard qui peuvent être prépayées, et il y a certains projets qui commencent à lancer avec ça en ce moment. mais c'est comme tout, c'est à partir du moment où on va sortir l'argent du cercle crypto, il va être imposé. Alors passer par des plateformes qui sont décentralisées, d'accord. Aujourd'hui, ça sera pas repérable. Après, combien d'années reviendront en arrière pour venir vérifier, ça j'en ai aucune idée. Aujourd'hui, à partir du moment où on va payer avec ces cartes-là, ça va devenir, on va dire, imposable à la plus-value, quoi. Après, les seuls trucs qu'on peut avoir, je sais pas, que s'il y a des espèces de cashback ou des trucs comme ça par rapport à ces cartes-là, où tu récupères, ça pourrait être ça le seul avantage que j'y vois, quoi. Ou ce serait pas une méthode pour éviter l'imposition, vu que tu as une session Dans à chaque fois et du coup, légalement non. Dans la logique, si, aujourd'hui on peut pas venir les contrôler, qui viendra justifier que telle ou telle personne, a acheté ce tel ou tel bien? Aujourd'hui, pour moi, c'est pas possible. Après, ça va peut-être devenir possible dans les années à venir et je sais pas combien d'années reviendront en arrière. Donc il y a encore une déjà fois, eu c'est des cas similaires, là où il y a des choses qui sont devenues rétroactives, par exemple? oh bah, sur des pas dans les cas dans la crypto, mais sur d'autres sujets, oui. Où on dit: «Bah, là, c'était une zone d'ombre, vous avez pris le risque». Bah, là, on vous dit que c'est pas bon et c'était rétroactif au départ, quoi. Et parce que là, encore une fois, on a une loi qui dit que dès qu'on passe de crypto à euro, on est imposé. Donc le fait de passer via ces cartes-là, c'est un moyen, caché de faire exactement la même chose. Donc en soi, la loi dit déjà que dès qu'on passe d'euro à dollar, on doit payer de la plus-value. Ouais. Là, aujourd'hui, ce que ces cartes proposent, c'est juste de le faire sans être vu. Mais en soi, la règle là-dessus, elle est claire. Enfin, il y a
pas de sujet au niveau de l'imposition à ce sujet-là, quoi. C'est juste une manière de le faire aujourd'hui qui est pas trop vue, mais après légalement, si la règle se durcit, ils pourront venir contrôler là-dessus. Et je pense qu'ils le feront parce que c'est typiquement enfin, c'est une fraude, quoi. Donc ils viendront plus contrôler des personnes qui ont essayé de faire ça, que des personnes qui ont rien fait et qui ont tout déclaré, qui sont dans les clous et même qui ont mal calculé, on va dire, 1 ou 2 plus-values, ils seront moins embêtés que des personnes qui ont essayé de sortir leur argent via des moyens tels que les cartes là, quoi. Et du coup, on arrive au bout des questions. Alors, je sais pas si toi, tu avais encore peut-être une ou l'autre précision à apporter par rapport à ça. Non, 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 ça sera peut-être de revoir après plus tard ensemble pour ce que je te disais là, les 2 déclarations que je t'ai envoyées. Voir si on a moyen de faire un truc pour tu vois, avec un écran qui défile où on pré-remplit avec les infos, pour tel ou tel truc sur un calcul de plus-value simple, tu vois, par exemple, pour montrer, aux personnes, comment remplir ça, quoi. Ouais, Et ça comment y pourrait accéder être surtout vraiment sympa, ouais. via son espace perso parce que c'est une feuille à rajouter qu'on n'a pas forcément au départ, quoi, sur la déclaration quand on fait en ligne. Ouais, je me rappelle, je crois qu'il fallait cocher une case pour l'avoir ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Il faut cocher un truc au départ, donc à la rigueur, il y aura peut-être ça aussi à revoir en fonction là sur la fin avril si tu veux qu'on regarde quelque chose, je te dis là, quoi. Pourquoi pas, ouais, ça pourrait être sympathique pour les personnes de pouvoir suivre, d'avoir vraiment le petit guide vidéo qui va bien, quoi. Bah ouais, bah de toute façon ça sort jeudi là normalement, donc moi j'essaierai de voir ça, essayer de jeter un œil là-dessus vendredi, voir les nouveautés qu'il y a et puis je te redirai dans ces cas-là si tu veux. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Bah non, mais pas de souci, pas de souci, pas de souci. J'espère avoir été assez clair. C'est Bon, parce je que des fois, pense, il y c'est a vrai que c'est déjà, forcément il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est bah vrai que ouais, puis ça bouge c'est très vite. assez compliqué de trouver des informations, qui sont fiables sur le sujet. Bah, je te dis, là, le livre blanc, en vrai, que je t'ai envoyé, là, il est vraiment pas mal, hein. Tu 63 pages, ça a pas mal d'exemples concrets et tout, donc pour des personnes qui, en fiscalité, n'y connaissent pas forcément grand-chose, je trouve qu'il est assez bien fait et assez clair. Et puis c'est gratuit, en plus, ils te le proposent tous les ans, il y a un nouveau livre qui sort, donc ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal pour des personnes qui, tu vois, qui regardent la vidéo, qui comprennent pas trop, ils vont voir ça, ils regardent un petit peu ce qui les concerne, et puis, bah, tu pourras regarder, feuilleter ça et tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve qu'il est vraiment bien fait. Ok, bah, de toute façon, ce sera en description, donc ce sera très certainement le premier lien, donc tu pourras le trouver très facilement. Et ben écoute, encore merci à toi pour ton temps, et puis je Non, pense non, qu'on a tout dit, hein. pas de souci. Allez, ciao, à plus. Ouais, salut, à plus. Merci à toi de ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!